Ce qui rend les droits de l'homme de la déclaration de 48 forts, c'est que pour la première fois, l'unité de mesure, c'est l'être humain en tant que tel, quelle que soit sa nationalité, sa religion, sa conviction. Donc c'est vraiment l'homo sapiens de manière générale. On a aujourd'hui un très fort consensus derrière les droits de l'homme. Mais c'est vrai que la réalité du terrain est souvent différente et pour des motifs variés, les États ont parfois mis de côté la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais tout en prétendant la respecter et tout en cherchant chaque fois à se justifier aux yeux de l'opinion publique internationale. Face à ces fragilités du projet humain, de la progression de l'humanité, et face à ces manquements réguliers, il faut sans cesse rappeler les fondamentaux. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un fondamental. C'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'humanité avait connu un génocide, des assassinats de masse et les violations les plus graves des libertés fondamentales, que le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée à Paris par l'Assemblée générale des Nations unies. Au travers de ces 30 articles, cette déclaration proclame la nécessité de protéger les libertés fondamentales des femmes et des hommes du monde entier. Cependant, ce texte ne crée auprès des États signataires aucune obligation juridique. Il n'a qu'une valeur morale. Grâce à lui, le monde s'est-il amélioré? Les droits des femmes et des hommes ont-ils été moins bafoués? D'une part, le bilan de ce texte, le rôle que ce texte joue encore aujourd'hui est énorme. Nous n'avons pas d'autres textes auxquels se référer lorsque les choses ne vont pas comme elles devraient. Et ce texte, à cet égard, reste précieux. D'autre part, le programme que ce texte proposait à tous les États membres des Nations Unies est très très loin d'être réalisé. Même s'il n'est pas parfait, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un texte protégeant les droits des femmes et des hommes à travers le monde a réussi à être rédigé. L'une des difficultés soulevées par certains pour l'application de la déclaration est son universalité, et donc le risque pour les peuples de s'uniformiser et de perdre leur identité culturelle. Pourtant, en 1948, c'est une pluralité d'experts venant des 4 coins de la planète qui l'ont rédigé dans le respect de toutes les cultures. Et en même temps, au nom de ces mêmes droits de l'homme, nous devons accepter une certaine diversité culturelle, la liberté d'avoir d'autres conceptions. Et il est vrai que la balance à trouver entre l'universalité de normes qui doivent valoir pour tout le monde et des spécificités culturelles est une pierre d'achoppement. Mais je crois que cette tension entre la culture et l'universalité, elle va rester. C'est toujours le même problème du slogan « tous égaux, tous différents ». Si on est tous différents, c'est qu'on n'est pas tout à fait tous égaux. Il y a une tension intéressante à creuser et qui ne l'est pas suffisamment. La Déclaration universelle des droits de l'homme, elle préserve la diversité bien plutôt qu'elle ne vienne la nier. Et dans l'ensemble des régions du monde, elle joue un rôle de phare, de conscience, de critique, d'outils critiques des gouvernements. Et je constate que même dans les pays qui ont été les plus réticents à reconnaître les valeurs des droits de l'homme, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme auquel la société civile se réfère. C'est donc un outil qui permet partout au peuple de se faire entendre. Ainsi, face aux enjeux planétaires, la défense des droits de l'homme dépend tout d'abord des acteurs locaux. C'est à Paris que se réunit périodiquement la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH, qui regroupe 184 organisations de défense des droits humains dans 112 pays. Cette fédération est non partisane, non confessionnelle et apolitique. Elle dénonce et protège de manière universelle toutes les violations des droits faites par les États, mais aussi par les intérêts économiques, par les religions, par les traditions oppressantes. Depuis sa rédaction,
La FIDH se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après 70 années de militance active, son constat est alarmant. Oui, je pense que dans cette période, nous vivons une transition vers un modèle de gouverner qui voit les droits humains comme un luxe qui n'est pas vraiment très justifié, ou même les défenseurs des droits humains comme des ennemis internes des États. Ça, c'est le discours des États comme la Russie, comme la Turquie, mais ça, c'est le discours aussi des États comme les États-Unis, etc., etc. Alors, quand vous voyez qu'en Europe même, la question de la protection des droits humains se pose de telle façon, imaginez-vous quelle est la situation en Afrique et en Asie, parce que l'Europe quand même était toujours le continent qui a poussé à ce que le combat des droits humains se mène de façon appropriée. Alors vous voyez maintenant que tout cela est fini avec l'immigration et tout cela. Alors oui, la régression européenne signifie une régression universelle des questions de la protection et de la promotion des droits humains. Universalism and the values of this declaration is still valid. Unfortunately, the people, they don't enjoy that in many areas over the world. Suffering is continue, violation is continue, and I think the validity of the principles in that declaration is still valid, like dignity, equality, human rights, everything is there. But unfortunately, people, they don't enjoy this in many, many countries over the world. C'est ici que, plusieurs fois par an, se réunissent les représentants des Ligues des droits de l'homme dans le monde. Lors de ces réunions, on aborde les problèmes prioritaires et les stratégies de résolution à mettre en place. De parler à partir de 14h, puisque cette décision Bemba, il est important pour nous de savoir comment l'AFIDH, son réseau et ses organisations membres vont pouvoir se positionner sur cette affaire et plus largement vis-à-vis de la Cour pénale internationale. On a l'habitude de dire que les droits de l'homme et les droits humains ne s'usent que si l'on ne s'en sert pas. Il faut vraiment revendiquer systématiquement, récupérer un acquis que l'on met toujours en danger. Et aujourd'hui, on voit qu'on a des tendances contraires par rapport au mouvement des droits de l'homme. Dans les années 60, 70 et même un peu 80, les droits de l'homme avaient le vent en poupe. Après les crises, le fonctionnement des peurs, après les attentats du 11 septembre 2001, on a effectivement eu des reculs en matière de droits économiques et sociaux, de droits civils et politiques. Je crois qu'il y a beaucoup de combats à mener, qu'on est en période de stagnation, voire de régression, et que les mouvements de droits fondamentaux, les mouvements de lutte pour les droits fondamentaux ont vraiment un travail de résistance, de vigilance à faire contre les régressions. Chaque cas, chaque affaire traitée ici a comme référence la Déclaration universelle des droits de l'homme. In Central Asia, we try to make difference, and every time when we have imbalance in our constitution, we come back to declaration. And declaration in the process and youth movement now started human rights education in rural area and use 30 article of declaration. And it's very important to us because Central Asia region forgotten by world attention. And it's really difficult to make difference. For example, in Kyrgyzstan, we passed through revolution and ethnic war on June 2010. And for today, we don't have a good independent judge system and corruption very high. And in this situation, radical groups try to dictate and shrinking space for civil society organization and for activists. But declaration and this anniversary are very important to all of activists who really think about human being and good governance development without corruption. Et donc, je pense que malgré le fait que les sociétés civiles sont de plus en plus actives et éveillées partout, qu'il y a des vraies actions citoyennes menées partout, à Katmandou, à Kaboul, que je connais bien, à Paris ou à Oslo. Mais malheureusement, nous voyons qu'il y a un écart terrible aujourd'hui entre les décideurs politiques, malgré les systèmes démocratiques de vote, et ceux qui agissent, ceux qui se plaignent, ceux qui ne se plaignent pas et qui n'ont pas de voix, qui sont des victimes. Donc j'admire l'intelligence
de ce document important. Mais je trouve qu'il y a un grand écart entre les intentions des fondateurs et la réalité du monde dans lequel nous vivons. Depuis 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme est la référence morale qu'il faut tenter d'atteindre. Nous sortons de 70 années de droits de l'homme et de démocratie. Forcément, ça tiraille un peu. Et nous avons cette prétention et cette ambition d'avoir trouvé des normes universelles. Donc nécessairement, la réalité ne colle pas toujours avec. Mais je dirais que ce qui a progressé, c'est notre niveau d'exigence. Et c'est un progrès qui, en étant optimiste, nivelle tout de même par le haut le respect des droits de l'homme. S'il fallait aujourd'hui refaire la négociation des années 1945-1948, l'on n'aboutirait jamais à un document aussi ambitieux, aussi clair et aussi étendu dans les garanties qu'il offre à l'individu. Elle est plus précieuse que jamais parce que si on laissait les gouvernements la réouvrir et la réécrire, le résultat risquerait d'être bien en deçà de ce dont nous héritons. Une des missions principales qui incombe aux héritiers de la Déclaration universelle des droits de l'homme est de continuer à la faire vivre et à la transmettre aux jeunes générations. Faire de l'éducation aux droits humains est essentiel parce que c'est à partir du plus jeune âge et c'est, j'ai envie de dire, dans son propre quartier qu'on peut apprendre à pratiquer ce que c'est que l'égalité de droit, ce que c'est que le respect de la liberté de l'autre dans son expression, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, dans sa façon de croire ou de ne pas croire. Tout ça s'apprend dès le plus jeune âge. Il y a une philosophie des droits humains. Ce n'est pas simplement des articles, c'est une philosophie, une vision de société. Afin de favoriser cette transmission, l'Association pour les Nations Unies a lancé en Belgique une campagne proposant aux écoles et aux milieux associatifs de développer avec les jeunes des projets centrés sur la citoyenneté, afin de les sensibiliser aux valeurs universelles en faisant appel à leur réflexion et leur créativité. On retrouve chez les jeunes quand même un rôle, paradoxalement, de prescripteurs. De plus en plus, ce sont eux qui vont influencer leurs parents dans certains comportements. À ce moment, on leur donnera 30 articles sur lesquels ils peuvent travailler, dont ils peuvent se saisir et s'approprier, et puis créer, dessus imaginer, interpréter, peu importe. On sait que ça va passer. Et ça reviendra probablement même chez les parents. Donc la transmission va se faire dans le sens contraire. Mais c'est une façon d'actualiser les choses, c'est de la rendre encore actuelle. Il y a l'éclairage de 1948, cette période juste après la guerre, juste après les millions de morts. Il y a un autre éclairage, il y a d'autres avancées sociales qui ont eu lieu, il y a d'autres choses qui se sont mises en place dans la société et qui n'ont pas été abordées forcément dans la déclaration de 1948. Et je pense que les jeunes réfléchissent aussi à ça. Ainsi, plus de 250 projets issus du monde associatif et de l'enseignement ont participé à la campagne. Comme ici, à la Louvière, où plusieurs écoles se sont investies afin de réfléchir avec les élèves à la réalité des droits de l'homme. Pour les enfants, c'est évidemment une prise de conscience par rapport à ce texte qui est très important. On est dans une société où évidemment les droits des humains sont un peu bafoués. Ça fait partie aussi de notre enseignement, de leur faire partager ces vraies valeurs. Notre projet, c'était de bien comprendre la vie avec les droits de l'homme et de comprendre pourquoi ça existait. Maintenant, je vois le monde différemment grâce aux droits de l'homme. Ils ont développé un imaginaire autour de ces valeurs. Et ça, c'est très important à cet âge-là, de justement défendre un point de vue et de devenir aussi des citoyens de demain avec une certaine conscience de ces droits. Un peu partout en Belgique, plus de 250 projets ont participé à la campagne. Comme quoi, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne laisse pas les jeunes indifférents. Ce matin, nous avons rencontré les élèves d'une école bruxelloise qui ont réalisé un clip sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Stéréotype. Les filles aiment les muscles.
a basé le clip sur les stéréotypes parce qu'il nous a semblé que c'était ce qui ressortait le plus par rapport au vécu des enfants, notamment dans la cour de récréation. Et on s'est rendu compte aussi parfois qu'au sein des fratries et des familles, il y avait aussi ces questions d'égalité homme-femme et d'éducation de filles et garçons qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et ils s'en rendaient compte finalement et ils se posaient des questions. Les filles ne savent pas jouer au foot. Je trouve que c'est pas normal que certains garçons interdisent que les filles peuvent pas jouer au foot parce qu'on sait rien faire, mais les garçons aussi parfois sont faibles. Voilà, nous aussi on sait faire des choses. Parce que les garçons et les filles sont égalité. Les filles et les garçons, ils sont un peu comme la même chose. Sauf qu'il y a juste un tout petit peu de différence, mais c'est des êtres humains comme nous. Les filles ne savent pas conduire. L'objectif, c'était de parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme avec les enfants, d'aborder ce sujet donc, qui est très important et très vaste, et de pouvoir créer un projet à partir de leur vécu. Dans un milieu multiculturel comme le nôtre, c'est important de véhiculer ces valeurs, qui sont quand même des valeurs universelles. À Lessines, c'est sous la forme d'une pièce de théâtre que les élèves ont choisi d'aborder la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et plus spécifiquement son article 14, qui est malheureusement d'actualité et qui nous rappelle que devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile. Ça recommence comme il y a 30 ans. Les villes martyrs, les fusillades, les privations, les déportations, les viols. T'as oublié? C'est une pièce de théâtre sur les réfugiés qu'on aborde à 3 périodes historiques différentes. Les réfugiés de 1918, les réfugiés de 1940 et les réfugiés aujourd'hui. Alors ça se passe quand même toujours au même endroit, à Lessines. Et le message qu'on voulait faire passer, c'est que les réfugiés, c'est pas une question récente, c'est une question qui se pose à toutes les époques, à tous les endroits, et qu'on peut être tous concernés par les réfugiés, soit qu'on les accueille, soit que nous-mêmes, nous sommes des réfugiés à un moment de l'histoire. Quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, je venais de rentrer en première et Rosalie en 4e. Nous sommes partis en mai, nous n'avons pas pu terminer notre année. Cool ça, pas d'examen alors? C'est ce que j'ai cru aussi au début, mais la suite fut moins drôle. Plus de repères, plus de maisons, plus rien. Et puis la peur, les bruits de la guerre. Je les entends encore, ces bruits. Ils hantent souvent mes nuits, comme les cris de ma mère. Ça l'a rendue complètement folle. Je considère que si on ne sait pas ce qui se passe autour de nous, on a tendance à être un peu laxiste et ne pas voir la réalité en face. Et quand la réalité arrive en face, on ne l'accepte pas. Et le fait de partager ce fait-là, de dire qu'il y a des gens dans le monde entier qui fuient certains pays parce qu'ils ont la guerre, parce qu'il y a la famine, c'est pour essayer d'aider les gens de comprendre ce fait-là. Et que quand ce jour-là arrivera ou que ce moment-là arrivera, ils seront prêts à accepter on va dire, ces étrangers ou ces gens qui fuient la misère. Enfin, il y avait certains droits que franchement je ne connaissais pas. Maintenant je les connais un peu mieux et je pense que je vais essayer de les inculquer aux autres pour qu'on puisse tous se défendre face à ces non-respects et à ces injustices qu'on vit au quotidien. C'est pas bon, c'est la guerre, ils arrivent, ils sont là. Prenez le nécessaire, préparez le cheval. Il n'y a plus rien à faire avec l'horreur bestiale. N'oubliez pas nos pères, nous voilà en cavale. Le message était clair, le choix, on ne l'a pas. Ils ont des baïonnettes, et nous, on n'en a pas. On les voit, ils nous guettent avec leur avion. Vers le bas, ils tirent avec leur mitraillette. Alors on avance d'un bon pas. Ils tirent dans nos charrettes, alors on ne bouge pas. Ils ont tué la fillette. Mais pourquoi? Ils ne savent même pas. Depuis 1948, le monde a évolué. De nouveaux enjeux apparaissent, tels que les nouvelles technologies, les changements climatiques dans une société basée sur la production de biens et la consommation énergétique. Ces paramètres récents ont des répercussions parfois insoupçonnées sur les droits de l'homme. En matière de développement de nouvelles technologies, en matière de
de politique d'investissement, en matière de politique commerciale par exemple, on a des choix qui sont faits et qui ne peuvent pas être défendus comme contribuant à la réalisation des droits de l'homme. Il faudrait donc obliger le gouvernement à être beaucoup plus cohérent et à ne pas faire des droits de l'homme quelque chose qui s'ajoute au reste, mais quelque chose qui chapeaute le tout. Ça suppose des politiques plus intégrées qui prennent en compte les droits de l'homme dans l'ensemble des domaines où ceux-ci peuvent être affectés, y compris dans des domaines qui sont apparemment les plus éloignés des droits de l'homme en apparence pour les décideurs. Aujourd'hui, avec cette technologie moderne, il n'y a pas un endroit du monde qui est isolé. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de l'Afrique, on le sait dans les 20 minutes qui suivent. Et donc, il y a là quand même quelque chose qui permet aussi de dire que la technologie, elle a mis les êtres humains dans une situation nouvelle de connaissance réelle de qui ils sont, mais partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc la mondialisation, c'est pas simplement les grandes entreprises multinationales qui aujourd'hui captent un peu trop la richesse et qu'il faudrait peut-être remettre au pas, et ça, c'est le travail à faire. Mais c'est aussi une mondialisation de la communication qui fait que notre planète, elle est vraiment aujourd'hui globalisée, planétaire, et que tout être humain, petit à petit, peut devenir membre de cette communauté et y participer. Il y a beaucoup de libertés qui sont toujours valables et qui s'adaptent aux nouveaux défis dont nous parlons. Prenons le réchauffement climatique. Est-ce que nous avons affaire à des migrations climatiques, comme on me pose parfois la question? On peut le voir comme ça, mais ce que nous appelons migration climatique, ce sont des migrations économiques. Dès le moment où vous quittez votre pays parce que la terre sur laquelle vous habitez ne devient plus viable, c'est ce qu'a fait l'Homo sapiens depuis des milliers d'années, en se sédentarisant après avoir été longtemps nomade, c'est quelque part une conséquence du climat, même sur le très long terme. Donc je pense que les intuitions universalistes des fondateurs de la déclaration sont toujours pertinentes. Depuis le début de ce siècle, on assiste au niveau planétaire à un changement global mondial. Recrudescence d'attentats meurtriers, tentation de repli sur soi, édification de murs et de frontières. Ces changements d'attitude marquent-ils une remise en question de la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Il faut penser les droits de l'homme comme faisant partie d'un triptyque, d'un triangle. Et les deux autres pôles sont le respect de la démocratie et le respect de l'état de droit. Et la démocratie n'est pas, bien qu'elle soit très importante, n'est pas là pour évacuer les droits de l'homme. Les leaders qui ont reçu un mandat populaire à la suite d'une élection qui les porte au pouvoir n'ont pas le mandat de mettre de côté les droits de l'homme et de nier l'état de droit. Et malheureusement, c'est parfois ce que l'on voit avec des leaders populistes qui, ayant été élus, croient pouvoir s'accaparer les pleins pouvoirs et oublient que les droits de l'homme sont là précisément pour maintenir une certaine obligation de respecter la diversité des opinions, de respecter la diversité des genres et des cultures. Et c'est absolument essentiel que les droits de l'homme soient cette référence permanente qu'ils doivent garder à l'esprit. Tous les régimes du monde dans l'histoire qui ont cru que leurs valeurs et leurs normes étaient universelles et étaient acquises se sont trompés. Pourquoi est-ce que nous serions des exceptions? Parce que nous aurions trouvé une forme d'universalité qui nous est propre. C'est possible, et je le souhaite, mais je pense que nous devons désacraliser un petit peu les droits de l'homme. Oublier ne pas faire comme s'ils étaient là de toute éternité, comme s'ils étaient éternellement garantis, mais reconnaître qu'il s'agit d'une construction. On déclare des droits de l'homme, on reconnaît que c'est une convention, qui ne nous viennent pas nécessairement de la nature ou de Dieu, même si vous avez le droit de le penser, mais que des êtres humains ont convenu, ont décidé qu'il y avait une valeur essentielle de l'être humain qui devait rester comme tel. Et je crois que c'est cette valeur de construction qui doit rester parce qu'elle incite à voir à quel point ces droits sont fragiles et qu'il faut continuer à se battre pour eux. Je pense qu'on vit un moment de fragilité extrême, mais qui est aussi le moment peut-être idéal pour rappeler quels sont les fondements d'une démocratie. Nos démocraties se sont usées, c'est vrai, depuis l'après-guerre et pendant toutes ces années. Il y a une usure dans la démocratie. Il y a le mécanisme parlementaire ne fonctionne plus peut-être aussi bien qu'il fonctionnait ou qu'il devrait fonctionner. L'ONU elle-même ne remplit pas ses missions comme on avait espéré lorsqu'elle a été créée, etc. Mais ce sont autant de défis à relever. Il faut recréer une dynamique de citoyenneté. Il faut avoir cette vigilance permanente et c'est d'apprendre aux jeunes qu'ils peuvent être
eux-mêmes acteurs sur ce terrain-là. La Déclaration universelle des droits de l'homme est depuis plus de 70 ans l'outil de référence en matière de droits humains. La société civile en est le garant et veille au respect de ces 30 articles représentant pour l'humanité des droits à sauvegarder et un horizon de valeurs qu'il faut tenter d'atteindre.